Soko, bonsoir et bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir et de partager avec vous autour de votre livre. Des biens comme moi, merci. Je ne sais pas si je vais bien prononcer. Los Chiflados del Saber, c'est le titre de votre tout premier livre. Bien entendu. Je suis arrivé avec la prononciation. Oui. D'abord, vous m'avez fait savoir qu'il s'agissait des Fous du savoir, traduction en langue française. Oui, justement. C'est un titre qui est un peu hors de l'ordinaire. En fait, Los Chiflados del Saber est une peinture du milieu du savoir. Oui. Et c'est un livre qui traite de la pédagogie, si vous voulez. L'art de transmettre le savoir. Le livre est mis à la disposition du grand public en quelle année? Oui, le livre sort en espagnol, édité en Chine en 93. En 2013, pardon, en 2013. En 2013. Justement, oui. Ça date un peu de... Oui, on est peut-être dans la... On peut dire bientôt la dizaine d'années. La dizaine d'années, justement. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire en espagnol? Vous êtes camerounais, le français et l'anglais sont les deux langues officielles. Pourquoi l'espagnol? Oui, justement parce qu'en Guinée équatoriale, j'étais enseignant et de cinéma. Et j'ai donc décidé d'écrire un livre en espagnol. Donc, enseignant de cinéma. Voilà, justement. Ben, j'ai fait des ateliers littéraires dans plusieurs centres, le centre culturel équato-guinéen et le centre culturel espagnol, où j'ai pas mal sorti des manuscrits et j'ai préféré publier celui-ci. Au Cameroun, vous appartenez à deux, on va dire, fédérations, pôle d'art pour le moment. Justement. Parce que nous sommes encore on chemine encore. Justement. Au oui. niveau du pôle d'art photographie et cinéma. Pôle d'art cinématographique. Oui. Oui, justement, je suis dans cette polyvalence-là depuis ma tendre enfance. J'ai jamais fait une seule chose. Vous avez aimé dans le livre et vous avez réalisé Los Chiflados del Saber. Alors, vous nous avez plongé dans les couloirs du savoir. Quel est le message qu'on essaye de passer et de transmettre? Justement, lorsque vous parcourez cet ouvrage, vous allez vous rendre compte que c'est un ouvrage qui parle de l'univers de l'enseignement, l'univers de la transmission du savoir d'un enseignant à un élève. Donc, je prends ça comme une forme d'art, parce qu'on a, comme vous les journalistes, vous avez l'art de commenter, de faire un commentaire, de présenter soit une actualité, soit le journal, soit les faits divers dans la société. Voilà. En fait, le livre répond à l'art de transmettre le savoir. Qui n'est pas une mince affaire. Voilà, qui n'est pas une mince affaire. Et on retrouve certains enseignants, des véritables artistes de la transmission du savoir. Donc voilà pourquoi j'ai préféré, au lieu d'écrire les génies du savoir, j'ai préféré écrire les fous du savoir. Vous nous avez dit dans les couloirs que vous êtes parti d'une inquiétude. Oui, au départ, je partais d'une inquiétude par rapport à un fait divers qui peignait une réalité dans notre société camerounaise. Un homme politique qui, à un moment donné, il est devenu un malade mental. Ben, la presse s'est emparée et a fait du tapage autour de son état. Voilà. Et moi, étant petit, ça m'a trop bouleversé. Je me suis dit, mais nous sommes dans quelle société? Une société des humains, une société qui ne reconnaît pas les droits d'un malade. Être malade mental ne veut pas dire être une ordure d'une société. D'ailleurs, même s'il faudrait qu'on parle d'ordure, il n'y a pas une ordure pour les humains. Il n'y a pas une poubelle, pardon, pour les humains. On ne peut pas traiter des humains comme des ordures. Alors, je suis parti donc de là pour essayer
de coller ça dans l'univers du savoir. Et tout en faisant savoir aux gens que à un certain niveau, lorsqu'on est très doué, on est considéré comme si ça ne tient pas. C'est-à-dire le cerveau d'un doué, d'un surdoué ou d'un génie ne fonctionne pas de la même manière qu'un cerveau ordinaire. Oui. Et je prends un exemple sur des enfants qui inventent les jeux, ou bien ceux qui inventent des logiciels, ceux qui inventent comment je peux dire ça, c'est qui ça peut être des appareils, des gars qui fabriquent des drones, ainsi de suite. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Et moi je me dis, dans notre société, ils sont considérés comme des gens d'un autre univers. Vous comprenez? Ils ne sont pas facilement compris. Ouais. Parce que vous pouvez avoir en face de vous un élève qui ne sait pas bien écrire en français ou en anglais, mais qui vous sort un dessin comme si c'est Van Gogh qui se réveillait de sa tombe, ou je ne sais pas moi. Un enfant qui vous prend un micro, il vous chante comme si c'est pas moi, Beethoven, oui, qui se réveille de sa tombe. Alors moi je dis, c'est ce genre de type de cerveau que j'essaie un peu de parler dans l'ouvrage. Oui. Bon, je me dis, on a en face des individus ou des humains, mais qui ont une certaine capacité mentale très développée à la normale et qui fait croire que ces gens-là ne sont pas ordinaires comme vous et moi. Alors, il s'agit de parler des cerveaux, sinon des mémoires atypiques. Des mémoires atypiques, voilà. Des mémoires atypiques, on les conçoit, on est avec, ou bien on les travaille? Bon, ben, les mémoires, on les travaille. On les travaille. Ben, il y a des gens qui sont nés avec, qui sont nés génies, oui, et qui n'ont pas besoin de trop. Ils ont besoin d'être guidés. Oui. Voilà. Ils ont besoin d'être entraînés. Encadré. Pour qu'ils ne se perdent pas, ben, encadrés, voilà, oui, coachés. Bon, alors, et ces gens-là, parfois, tu peux avoir affaire à un élève qui fait comme s'il dormait pendant que vous êtes en train de lui expliquer une leçon. Et lorsque vous allez lui poser la question, est-ce que vous pouvez me relater en 2 minutes ce que j'ai dit? Il va vous développer tout un... Hein, voilà. Au-delà au-delà de ce que vous avez dit, il va aller plus loin, comme si vraiment il vous apprenait ce que vous lui avez appris. Alors là, de transmettre le savoir, vous avez dit il y a plusieurs types de mémoire. Il y en a qui sont plus doués, d'autres moins doués. Est-ce que c'est la même approche lorsqu'il s'agit de transmettre le savoir, avec des personnes qui sont moins douées et celles qui le sont un peu plus? Non, c'est pas la même approche. On s'adapte. On s'adapte par rapport à chaque type de mémoire. Ça veut dire que ceux qui sont pédagogues savent quelle stratégie utiliser pour pouvoir orienter un surdoué et orienter aussi celui qui a des capacités moindres. Qui a des capacités moindres. Oui. Vous comprenez, voilà. Donc c'est plusieurs chapitres quand même. Dans plusieurs chapitres, vous abordez point par point ces aspects que vous venez d'évoquer. Justement. Finalement, le livre s'adresse à qui? En fait, le livre s'adresse d'abord aux pédagogues, oui, aux enseignants, et deuxièmement, ça s'adresse aussi à monsieur tout le monde. Justement parce que l'enseignement n'est pas forcément celle de l'école. L'enseignement, je crois bien que pendant que l'on vit, il apprend. On apprend tous les jours, oui, comme on le dit généralement. On apprend tous les jours. Vous pouvez avoir des prérequis dans l'enseignement, comment je peux dire, normal. Oui. Mais il y a des types d'enseignement qu'on ne retrouve pas un enseignant devant un tableau. Par exemple, lorsque vous allez à la rue, vous allez rencontrer un gars qui va dire, moi là où je suis, c'est l'école de la rue. Hein. Oui. Moi, j'ai appris à vendre des chemises ou bien des maillots, des lions. Ben, aujourd'hui, je suis devenu un homme d'affaires. Oui. Juste parce qu'il s'est formé dans le tas, il a marché derrière des experts vendeurs
et ceux qui ont eu la force de vente, ainsi de suite. Et il s'est formé dans le tas. Peut-être plus tard, il est allé s'inscrire dans une école. Et bon, voilà. Pour finir son savoir. Pour finir son savoir, justement. Mais à la base, voilà. il avait déjà un autodidacte. Il avait déjà quelque chose dans les tripes. Voilà. Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez honnêtement que la façon dont on transmet les savoirs aujourd'hui, ça peut être à l'école conventionnelle, faut-il adapter les méthodes en fonction du type d'apprenant que nous avons en face? Faut-il réadapter aujourd'hui les méthodes d'apprentissage? Oui, il le faut, mais ce n'est pas une tâche facile. Justement, pourquoi? Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce que nous appelons l'éducation inclusive. Oui. Lorsque vous avez en face de vous ce genre que nous considérons comme des handicapés, oui. Excusez-moi le terme. Et un handicap. Voilà. Oui. Et un handicap, il faudrait qu'on adapte un type d'enseignement pour cette catégorie, pour qu'il ne soit pas lésé. Parce que, en fait, l'éducation reste et demeure un droit pour tout être humain. Tout à fait. Voilà. C'est un droit qui est même reconnu par l'UNESCO. Voilà. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on envisage facilement reprendre oui, vous avez publié le livre en 2013. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui peut-être une réédition en langue française ou anglaise pour avantage atteindre un certain nombre de publics? Oui, justement, je l'envisage, mais beaucoup plus comment je peux dire, sur le digital. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de nerf de la guerre, un problème d'argent, parce que il n'y a pas de budget. Voilà, c'est pas facile, hein. Éditer un livre en Afrique n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, je dis, c'était une aubaine pour moi cette année-là. Et voilà, moi, je préfère que si j'aurais une possibilité d'éditer en version française, je le ferai dans le digital. Est-ce que vous pensez que la meilleure façon aussi de transmettre les savoirs, c'est à travers les livres? Dans le contexte actuel, vous parliez de digital, c'est encore évident de faire accepter les pages? Oui. Ça, c'est un problème de culture, vous comprenez? Oui. Le livre a encore un long chemin à parcourir. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, en tant que chrétien, la Bible étant l'un des vieux livres, est toujours lu. Oui. Malgré qu'il y a un digital qui est là, le livre volumineux, la Bible volumineuse continue à être utilisée. Oui. Alors donc, on se retrouve avec des associations, avec des multiplications des maisons d'édition, juste parce que cette dynamique-là a besoin d'être soutenue, on a besoin que le livre continue à vivre. Voilà pourquoi je suis en train de dire le livre a encore une longue vie. Oui. C'est vrai, le digital vient pour compléter, pour faciliter les choses. Le livre papier garde sa place. Le toucher est important. Sentir l'odeur de l'imprimerie aussi, quelque chose qui excite certains lecteurs. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez dit que vous avez également plusieurs manuscrits qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été publiés. Oui, justement. J'ai un manuscrit que je prétends adapter en théâtre. Et c'est pas un manuscrit en tant que tel, c'est un scénario de cinéma. Oui. En tant que réalisateur, c'est un scénario. Un scénario de cinéma, cela date combien? Enfin, ce scénario a été écrit il y a combien de temps? Bon, c'est un scénario que j'avais écrit, j'avais à peine 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 55. Donc, oui, ça fait longtemps. Bon, moi, je voulais faire un film à gros budget, c'est vrai. On dit que l'Afrique n'a pas de moyens pour faire des films à gros budget. Moi, j'avais dit, j'essaierai de faire ce film. Bon, le moment n'est pas encore arrivé parce que ce film, moi, je l'avais prévu à 100 millions. J'ai dit, j'ose faire un film à 100 millions. Ce film a une valeur de 100 millions. Bon, j'ai rencontré un éditeur qui m'a demandé si je peux adapter cela en théâtre.
Une pièce de théâtre, c'est beaucoup plus simple, même au niveau de la représentation. C'est pas trop simple en tant que ça, parce qu'il faudrait faire travailler les personnages. Il faudrait, voilà, il faut des costumes. Il faudrait, voilà, il faut un décor. Il faut des décors. C'est encore plus compliqué. Donc moi j'ai dit, je vais essayer. Et pourquoi? Parce que en essayant, ça pourra permettre à l'œuvre d'avoir beaucoup plus de poids lorsque ça parviendra à être réadapté en cinéma. Parce que des scénarios en théâtre, ça va reprendre sa vraie place en cinéma comme adaptation de théâtre en cinéma. Alors, pourquoi il faudrait lire Los Chiflados del Saber? Bon, le livre, je peux dire, les stocks sont terminés parce que j'étais présent à un salon des livres en Guinée équatoriale où le stock était terminé. Bon, cet argent, au lieu de mettre encore dans le livre, j'ai préféré le mettre. Donc en réalité, on ne peut plus avoir accès au livre en question? Non. Quelqu'un peut faire une commande, je passe dans une imprimerie, je fais imprimer. D'accord. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lire le livre absolument? Oui, le lire, c'est juste encourager la lecture physique et aussi appuyer le côté pédagogique donc par le livre. D'accord. L'art de transmettre le savoir. L'art de transmettre, oui. Et un numéro de téléphone à travers lequel on peut vous joindre si on souhaite avoir le livre? 681 87 29 87. C'est un WhatsApp. Gérard Bessoko, merci d'être passé à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous autour de votre texte. On espère peut-être vous recevoir un peu plus tard lorsque vous aurez terminé effectivement d'autres rédactions. C'est moi qui vous remercie.